La première chose à dire, je vais détailler tout ça, la première chose à dire est qu'en réalité, quand on parle par exemple de notre rapport aux médias, on se sent un peu crétin. Non. C'est-à-dire qu'on se dit qu'on est crédule. On est tous crédules. Et les enfants sont crédules. Ils croient à tout. On n'a pas de système de protection, de système de vigilance. Or, sur cela, on peut être un tout petit peu plus optimiste, ou du moins commencer par quelque chose de plus optimiste. Car nous savons qu'en réalité, nous avons naturellement, comme pour la perception et la détection des visages, des systèmes naturels qui nous aident à être un peu vigilants face à l'information. On ne prend pas tout au même degré, de la même manière. C'est important quand on veut construire des capacités plus développées, d'aller rechercher quelles sont déjà les capacités en herbe que nous avons parce que nous pouvons les utiliser comme un levier et comme un point de départ. Or, nous savons que l'enfant, dès la naissance, est extrêmement social. Nous sommes une espèce extrêmement sociale. Extrêmement social, ça veut dire beaucoup de choses. Nous aimons interagir avec les autres, avoir une motivation pour coopérer avec les autres, mais nous avons aussi une motivation pour prendre de l'information des autres. Nous le faisons très rapidement, nous imitons les autres. C'est une manière d'apprendre. Nous posons des questions. Nous sommes là à la demande, nous les suivons du regard, les autres, dès la première enfance. Et nous continuons comme ça toute notre vie. Si vous y réfléchissez, les fois où on se construit tout seul des connaissances, en allant, en faisant, en tâtonnant, en faisant des expériences, en manipulant, en observant, sont relativement rares par rapport aux fois où on apprend quelque chose sur le monde extérieur grâce et à travers les autres. Très peu d'entre nous se mettent à faire les birdwatchers pour aller observer les oiseaux et tirer toutes les informations par leur observation de tous les jours. Mais nous sommes, nous tous, tout le temps, en train d'échanger des informations, de se poser des questions. C'est bon les brocolis aujourd'hui? Oui, c'est plutôt bon avant de les avoir testés. On demande à quelqu'un d'autre. Si vous allez dans une nouvelle ville, par exemple, à la place de tester tous les restaurants de la ville, un après l'autre, en double aveugle, sans savoir ce que vous mangez et où vous l'avez mangé en mélangeant les données, probablement la première chose que vous allez faire, c'est de demander à quelqu'un. C'est où un bon resto? C'est assez naturel, où vous achetez un guide et vous cherchez bon resto. Donc, nous dépendons énormément des autres pour se faire une image du monde extérieur. Cette capacité et cette dépendance des autres, des informations de seconde main, est ancienne. Or, elle aurait probablement, là je fais une petite conjecture, mais elle aurait probablement, pas que moi, elle aurait probablement été effacée, cette tendance à chercher l'information chez les autres, si, bien qu'elle soit économique, ça nous coûte moins cher de demander à quelqu'un quel est le meilleur restaurant que d'aller tester tous les restaurants, pas cher juste économiquement, mais même en temps. Donc elle a certainement des avantages, mais imaginons que les autres pouvaient nous mentir gratuitement tout le temps ou pouvaient juste être tout le temps dans le tort et que nous, on n'aurait aucun système pour s'en apercevoir. Du coup, cette dépendance des autres serait extrêmement coûteuse. Économique, parce que je n'ai pas à faire, moi, toute la chaîne pour arriver à la connaissance, mais si j'avais aucun outil pour identifier, pour choisir à qui demander l'information, par exemple, il serait comme outil cognitif, celui de prendre l'information des autres, très, très, très risqué. Parce que les autres risquent d'avoir des bonnes raisons de me mentir. C'est celui-là, le bon restaurant. Vas-y, je me garde la place dans le meilleur, je suis seule. Donc, qu'est-ce qu'on voit chez les bébés? On voit confirmer cette idée, parce que chez les enfants. On voit par exemple que les enfants, même à l'âge préscolaire, fin de la maternelle, utilisent des critères pour choisir leur informant. S'il y a par exemple deux adultes qui leur montrent des objets, un après l'autre, et qui leur montrent à un certain moment un objet que l'enfant ne connaît pas, une vis bizarre trouvée dans le garage. Et il y a un adulte qui dit « Ah ben oui, ça s'appelle un fipine ». L'autre adulte, il dit « Cet objet, le même,
s'appelle un fépine. Problème. Qui l'enfant va écouter? Qui va-t-il choisir comme informant dans ce cas-là? C'est dur, hein? Alors, première expérience, on compare ce que fait l'enfant quand il a donné l'information. C'est un enseignant des maternelles qui est le sien, donc il le connaît très bien, il lui est familier, et un autre enseignant de la même école, mais qui n'est pas le sien, il le connaît moins bien. Eh bien, face à ce cas-là, un enfant d'âge préscolaire a tendance à choisir l'informant qui lui est familier. Hein? Son enseignant de maternelle. Et comment on le sait? Parce qu'après, on l'interroge, on lui demande comment ça s'appelle cet objet qu'il ne connaissait pas avant, qu'il lui soit présenté dans ce cadre-là, et il choisit le nom qui a été utilisé par son enseignant familier. Donc, un enfant d'âge déjà préscolaire, maternelle, enfin préscolaire, manifeste d'avoir, et même avant ils le font en réalité, hein, des critères de choix, des critères de choix d'informants. Donc, ce n'est pas vrai que nous sommes complètement dépourvus d'outils naturels pour évaluer les sources d'information. Cette capacité progresse, change. Imaginons maintenant, pour un enfant un peu plus grand, que les deux adultes sont toujours un adulte familier et un adulte non familier. Mais malheureusement, l'adulte familier se trompe beaucoup sur plein de choses. Par exemple, l'adulte familier, il te dit, donc alors enfant, ça c'est un verre, ça c'est la chaise, et ça c'est une bouteille, et ça s'appelle fipine. L'autre adulte, non familier, il ne se trompe pas sur des objets que l'enfant connaît déjà et dit, cet objet que tu ne connais pas s'appelle fépine. L'enfant, il réfléchit un tout petit peu, quand on lui demande comment s'appelle l'objet, non, il s'appelle fépine. Hein. Laisse tomber, c'est-à-dire, il a choisi un critère qui n'est pas celui de la familiarité, mais qui est celui de l'expertise, du respect, de la cohérence par rapport aux autres connaissances que l'enfant il a. Il se dit, non, mais celui-là, il a beau être sympa et être mon copain, mais c'est vraiment rien de rien. Hein. S'il s'est trompé sur tout le reste, il peut se tromper aussi sur les fépines. Hein. Et du coup, il choisit. Autre expérience, on met derrière l'enfant, derrière l'adulte, imaginez-le assis ici, à donner les noms d'objets à l'enfant, mais l'adulte a derrière lui d'autres adultes. Lui, il ne les voit pas. Donc, il est là, il est assis, il dit « alors, ça, c'est un fépine, ça, c'est une bouteille, bababa, bababa. » Et derrière, il y a deux adultes qui font comme ça. Ou bien qui font comme ça. Et là, de nouveau, qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Il préfère les informations qui sont données par l'adulte qui reçoit un consensus social. Donc, il utilise un critère de groupe ou de numérosité. C'est difficile à distinguer. Hein. Est-ce que c'est parce qu'il reçoit l'approbation des autres et que donc, si je dis la même chose, moi aussi, je vais obtenir l'approbation des autres? Ou est-ce que c'est juste parce qu'ils sont plus nombreux, donc ils ont plus de chances d'avoir raison? C'est difficile à départager, on peut le faire avec d'autres expériences. Mais voilà, c'est juste pour montrer que, de façon naturelle, ce n'est pas vrai que nous sommes complètement naïfs. Même un enfant assez jeune a une base pour distinguer, pour choisir des sources. Donc, connaître ces bases-là est important parce qu'on peut les utiliser, comme je vous disais, déjà comme des leviers, s'appuyer sur ça, mais aussi comprendre quand est-ce que ces bases-là, ces mêmes bases-là, nous amènent en erreur. Les mêmes, comme pour la perception. Parce que, comme nous l'avons dit, on a beau, je reviens un instant, on a beau avoir des jolis mécanismes pour analyser l'information et les sources d'informations qui nous viennent par les autres, on a aussi plusieurs mécanismes également internes qui nous mettent à mal dans cette capacité-là, hein, qui attaquent cette capacité à bien distinguer les sources d'informations. Donc, parmi ces mécanismes-là, on peut en citer beaucoup. Un est connu, par exemple, sous le titre de « effet halo ». Je vois quelqu'un qui a une caractéristique extrêmement positive. Là, je n'ai pas besoin de vous dire quelle est la caractéristique positive en question. Je vois quelqu'un qui a une caractéristique extrêmement positive que je remarque tout de suite, en premier. Et cette première impression,
ou cette impression portée par une caractéristique, j'ai tendance à la généraliser au-delà de cette caractéristique-là et au-delà de la première impression. J'ai du mal à revenir en arrière et à me dire que ce monsieur-là, en plus d'être beau, il n'est pas aussi intelligent, il n'a pas probablement une bonne expertise sur le café. Pourquoi pas? Peut-être qu'il est aussi expert sur le café, entre autres. Hein. Peut-être qu'il fait aussi un bon président pour les États-Unis. Mais donc, j'ai un critère qui m'aide à distinguer certaines caractéristiques, m'amène par généralisation, disons comme ça, abusive, mais involontaire, totalement involontaire, à avoir des impressions sur cette personne qui débordent celle initiale. Donc, quand j'analyse une source d'information, j'ai, oui, des critères qui me permettent de distinguer la fiabilité plus ou moins de certaines sources, d'en choisir certaines plus que d'autres. Ils sont familiers, ils ont moins d'intérêt à me tromper, ils connaissent les choses, donc ils sont moins probablement dans l'erreur, ils ont l'approbation publique, mais ces mêmes mécanismes, par exemple, ils ont l'approbation publique, peuvent m'amener à adhérer à une opinion, pas parce que j'ai bien réfléchi ou j'ai des preuves autres que le fait que c'est une opinion partagée par beaucoup de monde, peuvent m'amener à adhérer à des opinions largement diffusées sans avoir pris le temps de réfléchir si elles valent la peine ou pas. Donc le même mécanisme qui peut m'aider effectivement, parce qu'une opinion trop minoritaire a plus de chances effectivement souvent statistiquement d'être fausse, mais dans le cas où elle était vraie, je vais y passer parce que ce mécanisme, cette heuristique, cette stratégie rapide qui m'amène à faire confiance au groupe, à faire confiance aux personnes qui me sont familières, celles de mon groupe à moi, et à faire confiance à ceux que je pense avoir raison pour une raison ou une autre, peut m'amener à me tromper. Et il y a des mécanismes comme ça, il y en a à l'appel. Hein. Il y a aussi d'autres mécanismes qui nous amènent à surestimer notre propre connaissance, à nous rendre plus confiance que nécessaire ou que utile dans nos connaissances. Autre exemple que je vous décris rapidement, fait avec des adultes, on demande à des adultes d'évaluer leur compréhension du mécanisme de fonctionnement du vélo ou de la chasse d'eau des toilettes. Tout le monde l'utilise, plusieurs fois par jour. Donc on demande à des adultes, estime sur une échelle de 1 à 5, 1, j'en sais rien, 5, franchement, je suis expert, quel est le mécanisme de fonctionnement de la chasse d'eau des toilettes? Et les adultes ont tendance à tester, à dire oh, 3, 4. OK, partie 2 de l'expérience. Dessine la chasse d'eau des toilettes et décrit son fonctionnement. Après, c'est le silence. Phase 3, je te redonne la même échelle que je t'ai donnée au début. Et maintenant, tu refais l'exercice. Et bim, on descend à 2. Bizarrement, 1, 2. Rare 3, parce qu'il savait vraiment. Donc, du coup, on a tendance sur un premier coup à surestimer, parce qu'on l'utilise souvent, par exemple. Hein, parce que je sais le faire marcher, pourquoi je ne saurais pas ce qu'il y a derrière? Hein? On a l'impression que quand on sait faire marcher quelque chose, on connaît aussi son mécanisme de fonctionnement. On surestime ce genre de capacités. Donc, toute une série de mécanismes qui rendent difficile d'évaluer l'information qui nous est fournie par les autres, mais aussi d'évaluer comment nous, on s'y prend avec cette même information parce qu'on a des illusions de compréhension, des illusions de connaissance. Et ces illusions de compréhension, par exemple, malheureusement, et en tant qu'enseignant, vous le savez, de pratique comme moi, ces illusions de compréhension sont souvent d'autant plus importantes qu'on est ignorant. Moins on sait, plus on pense savoir. C'est l'effet appelé Dunning-Kruger, là aussi testé sur beaucoup de sujets scolaires et non scolaires. Hein. Les élèves qui ont la note plus basse ont tendance, quand on leur demande combien tu penses avoir pris, l'élève qui a pris 4, tu te diras 12.
12, 13 peut-être, et l'élève qui a 12, 13 aura tendance à s'augmenter peut-être jusqu'à 15, mais il n'ira pas aussi loin en proportion que l'élève qui en savait vraiment beaucoup moins. Pourquoi? Parce que moins on sait, et plus c'est difficile de savoir ce qu'il faudrait savoir. Si je ne sais pas, je ne sais même pas tout ce qu'il y aurait à savoir sur cette question, hein. J'ai du mal à m'évaluer quand je ne sais vraiment rien du tout sur les papillons. Savoir quelle masse de connaissances il faudrait avoir pour devenir des experts en papillons, moi je me considère plutôt bonne en papillon, je ne distingue pas un papillon d'un autre. Donc voilà des difficultés qui sont multiples, naturelles, à évaluer l'information, qui nous vient des autres, mais aussi quand nous réfléchissons à nos connaissances. Autre attaque à nos capacités d'analyse de l'information quand nous sommes dans un contexte social, ce sont nos mêmes motivations sociales.